3 années ont passé depuis que la tempête de cendres et de sang a dévasté le sous-secteur Arcanis, laissant un paysage en ruine. Depuis lors, les forces du chaos, après avoir semé mort et désolation, ont inexplicablement disparu dans les ténèbres, sans laisser le moindre indice derrière elles. Durant cette même période, les Drukhari se sont évaporés vers la toile, emportant avec eux des vaisseaux remplis d'esclaves hurlants, sinistre témoignage de leur raid macabre. 3 ans depuis que les Nécrons ont émergé de leur stase funèbre, se réveillant lentement pour reconquérir un empire longtemps oublié. 3 ans que l'Imperium, au prix d'innombrables vies, s'acharne à préserver son autorité déclinante dans le sous-secteur Arcanis. Mais dans les ténèbres éternelles du 41e millénaire, la guerre n'est jamais finie, car il n'y a que la guerre. Il y a plus de 60 millions d'années, avant que son peuple ne tombe dans l'oubli, le seigneur Naphréel de la dynastie Mirkami posa les yeux sur une forteresse noire, un colosse antique, forgé dans les âges les plus reculés, un vaisseau titanesque, d'une puissance que nul ne saurait comprendre, à la technologie plus avancée que tout autre dans Galaxie. Lorsqu'il s'éveilla de son long sommeil, réanimé par l'ignorance des taux, Naphréel s'apprêtait à revendiquer son prix et restaurer la grandeur déchue de son empire. Mais la forteresse noire n'était plus là, disparue, dissoute dans les abysses du temps, dérivant sans but, errant entre les étoiles mortes, engloutie par l'infini. 3 ans après son éveil, Naphréel avait enfin trouvé un moyen de la retrouver. Disséminés à travers le sous-secteur Arcanis, demeuraient 17 pylônes antiques qui attendaient dans le silence et la poussière. Vestiges de l'ère où les Nécrontyres étaient encore maîtres de la galaxie. Ces pylônes énigmatiques, vestiges d'un âge révolu, renfermaient le secret d'un pouvoir ancien, celui d'invoquer la forteresse noire. Les réactiver permettrait de trianguler sa position et de la ramener de son exil au cœur des ténèbres. Personne ne sait vraiment ce que sont ces structures, ni leur véritable origine. Seules des légendes terrifiantes subsistent. Lorsque Naphréel activa le premier pylône, aucun bruit ne résonna. Il n'y eut pas de cri, pas de cérémonie, pas de doute. Seulement l'acte froid et implacable d'un être qui savait qu'il n'était qu'une ombre dans un plan plus vaste. Mais dans son cœur sans battement, Naphréel comprit que quelque chose les observait. L'onde de choc traversa le sous-secteur Arcanis comme un glas funèbre. Des mondes entiers frémirent. Des soleils palpitèrent dans leur agonie nucléaire. Les cauchemars des vivants devinrent plus sombres. Un message clair fut gravé dans l'esprit de chaque être vivant. Les autres pylônes attendaient dans le silence. Sur Novos, l'ordre tomba avec la brutalité d'un exterminatus. Les plus grands savants de l'Ordo Xenos affirmèrent que le pylône était une souillure, un blasphème né d'une technologie abjecte. Les inquisiteurs de l'Ordo Malleus rétorquèrent qu'ils ne pouvaient être laissés aux mains du chaos. Les magos du Mechanicus murmurèrent, avec une terreur mal contenue, qu'il était plus ancien que l'univers lui-même. Le général Levishov ne crut jamais à ces justifications. Il se contenta de jeter 1 million de soldats dans la machine. L'Activaire exigea des litres de sang et des jours de combat contre des anomalies surgies du néant, des abominations sans forme qui fouillaient les chairs et les âmes. Lorsqu'enfin les derniers technoprêtres tournèrent les clés de code dans la structure, les hurlements ne cessèrent pas. Ils continuèrent, jusqu'à aujourd'hui. Sur Mako, l'air était plus lourd, plus poisseux, comme si la planète elle-même suintait la démence. Le seigneur de guerre Lucius Prest, prophète autoproclamé de la Black Legion, n'avait pas réveillé le pylône. Le pylône l'avait réveillé. Quand Lucius posa la main sur la pierre vivante, une seule vision envahit son esprit. La forteresse noire l'avait déjà vu. Il n'était qu'un insecte rampant vers un soleil mourant. Il ria, il hurla, il ordonna à ses esclaves d'ouvrir leurs entrailles et de graver sur les murs de chair le premier verset du nouvel évangile du chaos. Et le pylône chanta. Le commandeur Otoma savait qu'il n'avait pas le choix. Le bien suprême exigeait des sacrifices.
Sur Concordia 4, les Tau avaient y découvert leur pylône, émergeant d'une faille tectonique comme une lame brisée enfoncée dans le monde. Sa surface pulsait d'un froid cadavérique. Les éthérés avaient hésité. Le rêve d'un 7 dans le système Concordia s'était transformé en cauchemar amer. Les Tau étaient au bord du gouffre, un peuple écrasé, sans gloire, sans victoire, vivant dans la honte de sa propre défaite. Mais Otoma ne reculerait pas, car ils étaient Tau, car ils devaient avancer. Pour le bien suprême, il mena ses troupes en personne dans les entrailles du monolithe. Chaque pas dans la structure semblait ronger leurs âmes. Les drones tombaient sans raison. Les armures marquaient des signaux vitaux impossibles. Certains soldats pleuraient des ombres noires. Il vit. Il comprit. La forteresse noire leur offrait un avenir, ou la certitude de leur fin. D'autres pylônes restaient silencieux, attendant que leur chant déchirant soit entendu à travers les étoiles. Les pylônes chantèrent. Une voix sans source murmura dans le warp. Qui atteindra la forteresse noire? La croisade rugit. La garde impériale mobilisait ses légions, consciente du sacrifice immense nécessaire. Le chaos murmurait des promesses d'horreur indicibles à l'univers, préparant son retour destructeur. Les Nécrons avançaient inexorablement, porteurs d'un destin froid et implacable. Les Drukhari attendirent leur heure dans l'obscurité, savourant déjà les souffrances à venir. Les Tau, bien que brisés, refusaient de céder face à la certitude d'un avenir terrifiant. Et dans le vide infini, quelque chose écoutait attentivement, attendant son heure dans les ténèbres absolues.